Bonjour à tous. Le podcast Le Type 1, on en parle, revient avec de nouvelles interviews et de nouveaux échanges autour du diabète de type 1. Pour une reprise en douceur, on retrouve Andrea et ses 9000 jours de colloque avec son diabète de type 1 pour la suite de notre conversation. Aujourd'hui, Andrea nous explique le fonctionnement et le rôle de la FFD, la Fédération Française des Diabétiques, ses différences avec l'AJD, l'aide aux jeunes diabétiques, ainsi qu'avec les AFD, Association Française des Diabétiques, comme l'AFD 75, dans le développement de laquelle elle a joué un rôle important et qui, en retour, a aussi eu un rôle important dans sa vie. Ce sera peut-être l'occasion pour vous de découvrir le Diabète Lab et d'y participer si ça n'est pas déjà fait. Andrea nous parle aussi de son job au quotidien, dans lequel elle se penche sur un problème qui concerne ou a concerné beaucoup d'entre nous. Comment l'hôpital peut-il mieux accompagner les ados qui ont une maladie chronique dans leur transition entre la pédiatrie et la prise en charge pour adultes ? Ce sera normalement le dernier épisode avec un son pas génial et pour les prochains, ça devrait être beaucoup mieux. Allez, c'est parti, je vous laisse de nouveau en notre compagnie et je vous retrouve juste après. On s'est rencontrés dans un café diabète en ligne. Moi, c'était la première fois que je participais à un événement de l'AFD. Toi, tu participais bien sûr, mais tu l'animais aussi. Moi, j'avais pas mal de préjugés avant de participer à ce café diabète. Ça fait vraiment partie des raisons aussi pour lesquelles j'avais envie qu'on puisse échanger aujourd'hui. Déjà, la première chose, c'est que ton discours est un discours très décomplexé. L'échange était vraiment fait pour qu'on puisse donner nos points de vue, nos ressentis, etc. Il y avait une vraie démarche dans ce sens-là. Donc, première idée que j'ai pu balayer. Et ensuite, quand tu m'as parlé un petit peu de toi, ton parcours au sein de l'AFD, qui m'a donné une vision un peu plus de l'intérieur, j'ai aussi compris plein de choses et ça a aussi changé pas mal de mes préjugés. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de ton arrivée à l'AJD, de ce que c'était à l'époque, de comment ça a évolué depuis, et puis voilà, peut-être aussi comment ça évoluera par la suite. Oui, donc petit lapsus, tu as dit l'AJD, mais c'est bien l'AFD. Oui, en effet. Peut-être d'ailleurs qu'on peut repréciser les distinctions entre AJD, AFD et FFD aussi. Oui, tout à fait. Donc, il y a effectivement l'AJD, qui est l'association Aide aux jeunes diabétiques, qui est plus une association composée de soignants et de parents de jeunes qui ont un diabète surtout de type 1, et je pense qu'il y a un peu de type 2, mais c'est surtout du coup autour du diabète de type 1. Mais du coup, l'association est beaucoup plus organisée par les soignants au niveau du conseil d'administration, etc. Et ensuite, localement, partout en France, il y a des comités des familles. Il y a des associations locales composées de familles, parents et enfants donc avec les jeunes, les enfants du diagnostic jusqu'à l'âge adulte qui ont des diabètes de type 1. Moi, j'avais 26 ans quand je suis arrivée en France. J'avais compris qu'il y avait cette association pour les enfants et une association pour les adultes qui, à l'époque, s'appelait l'Association française des diabétiques, qui est maintenant la Fédération française des diabétiques. Et c'est ce changement de nom, je commence par ça, et puis je vais aller sur un peu ce que ça représente, cette fédération. Ce changement est venu justement pour essayer de travailler mieux ensemble, toutes les associations locales partout en France, au sein d'une même fédération, d'avoir des outils en commun. Donc, il y a des choses qui sont faites au niveau national qui peuvent être utilisées sur le terrain et pour avoir aussi une meilleure image. Donc, du coup, tout le monde a le même logo et le même type d'appellation de chaque association locale pour amener une meilleure visibilité sur le travail qui est fait partout en France par l'association nationale et les associations locales. Donc, effectivement, je crois que parfois, la Fédération française des diabétiques a une image que moi, je ne trouve pas tout à fait vraie, pas du tout vraie même, qu'on a l'AJD pour les enfants et la Fédération française des diabétiques, c'est plus pour les vieux gros type 2. Je caricature exprès, mais je pense que parfois cette idée existe, que les gens voient la différence comme ça. Et ce n'est pas du tout le cas.
Donc, moi, en arrivant en France, j'avais 26 ans. Je ne travaillais pas encore, j'avais du temps. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je pourrais faire du bénévolat. J'appelle l'AFD à l'époque et je dis, est-ce que vous avez besoin de main? Et il y avait l'organisation du Salon du diabète qui avait lieu à l'époque, qui a arrêté il y a plusieurs années maintenant. Et ils avaient besoin de personnes sur l'organisation, sur le remplissage de sacoches, sur l'organisation sur place, etc. Et donc, je me suis engagée assez rapidement pour pouvoir les aider à mettre en place les choses. Et une fois que j'étais dedans et que j'ai rencontré plusieurs personnes, et j'étais à Paris, et donc du coup, j'ai rencontré d'autres personnes avec des diabètes à Paris. J'ai appris que pour traiter une hypoglycémie, on utilise des morceaux de sucre en France, qui pour moi était complètement aberrant. Mais voilà, c'était aussi mon entrée à apprendre comment les choses étaient en France par rapport à comment moi j'ai vécu au Canada. Donc, c'était très important pour moi d'avoir ces premiers contacts. Et donc, du coup, j'ai commencé à apprendre un peu plus sur l'association, et j'ai vu qu'il y avait des associations localement, un peu partout en France, et parfois c'était le comité des amis de diabète du fin fond de je ne sais pas où. Donc, c'est parfois des toutes petites associations avec quelques adhérents qui faisaient des repas de temps en temps, mais qui n'avaient pas forcément de grande structure. Mais à Paris, il y avait le siège de l'association nationale, mais il n'y avait pas d'association locale. Et donc, dès l'année suivante, on était plusieurs à se dire, mais c'est bien ce qu'ils font au niveau national, du plaidoyer au niveau du gouvernement pour l'arrivée des nouvelles technologies. Enfin, juste avant mon arrivée en France, c'était le remboursement des pompes à insuline, où l'AFD participait là-dedans, et un peu plus tard, le remboursement des freestyles libres, etc. Il y a le journal, l'Équilibre, qui a une portée nationale. Et il y a plein d'informations qui sont partagées, et plein de travail qui sont faits, où c'est logique de faire à un niveau national. Par contre, il n'y avait rien de mis en place localement pour des personnes qui vivaient autour de Paris. Et donc, du coup, on était une quinzaine de personnes à faire une petite réunion en 2003, je crois. Et on s'est dit, ça serait quand même bien de mettre en place une association. Et donc, tout début 2004, on a créé ce qui était à l'époque s'appelait l'APAD, l'Association parisienne du diabète. Et, et donc, membre de l'association nationale. Et c'était avec l'idée de pouvoir créer un peu de communauté, d'amener des débats, des conférences, on les appelait pas café diabète à l'époque, mais des petits ateliers, des groupes de parole, des choses comme ça qu'on mettait en place pour que les gens puissent se rencontrer et puissent apprendre un peu plus sur le diabète, etc. Donc, oui, mon implication était très organique au tout début. Il n'y avait rien. On voulait, on sentait le besoin d'avoir quelque chose. Et j'ai fait partie de ce groupe qui a mis en place l'association localement sur Paris. Et je suis restée dedans depuis parce que pour moi, ça a vraiment du sens. C'est par rapport à tout ce que j'ai déjà dit sur la volonté de créer les espaces où on peut partager nos histoires, où on peut créer la communauté, où on peut échanger. Pour moi, c'est quelque chose de tellement important que j'ai envie de rester dedans. Et au fil des années, il y a d'autres associations qui se sont créées, qui prend un peu de mon intérêt aussi. Il y avait les femmes diabétiques, enfin, c'était au départ les mamans diabétiques et puis devenues les femmes diabétiques. J'étais très proche et adhérente à cette association pendant mes grossesses et même maintenant. Et donc, mais du coup, c'était une vraie décision de ma part de rester au niveau de l'AFD. Donc, pour revenir sur les noms, juste pour à 2 instants, la fédération, c'est l'association nationale qui fédère du coup toutes ces associations locales. Et donc, chaque association dans chaque coin de la France, en général, s'appelle l'association de X des diabétiques. Donc, nous, on est l'association d'Île-de-France
Moi-même, je me mélange. Association des diabétiques d'Île-de-France. Pardon, j'ai dit dans le mauvais sens. Donc voilà, l'association diabétique parfois le chiffre du département, parfois le nom de la ville, parfois la région, etc. Mais donc du coup, j'ai préféré rester dans ce cadre parce que j'aimais ce qu'on était en train de faire et j'aimais le groupe avec qui on faisait ça. Et je voulais, autant pour moi, personnellement, pour le partage avec les autres, me retrouver entre femmes avec un type 1 qui ont des enfants, c'était très important par moment, ou avec d'autres groupes comme ça avec qui je m'identifiais de très près. Mais je voulais aussi pour moi, c'était important d'avoir cette couverture beaucoup plus large parce que je pense que c'est important que tout le monde s'y retrouve sur différents sujets, sur le sport, sur la grossesse, sur le burn-out, sur le diabète de type 1, sur le diabète de type 2. Et je pense que c'est vraiment important que les messages et les événements soient ouverts à tous et que ça puisse être le plus largement diffusé que possible. Et donc, du coup, j'ai continué cet engagement dans cet esprit-là au sein de l'AFD, de l'APAD, qui est devenu AFD 75, devenu AFD Île-de-France. Donc, ça a changé de nom plusieurs fois au cours des années, un peu par rapport aux politiques nationales aussi, au niveau de la fédération. Et ensuite, la configuration du territoire couvert par nos actions. Mais oui, j'ai vraiment voulu rester engagée sur les différentes actions qu'on pouvait mettre en place pour tous, parce que parfois, on se retrouve parfois un peu trop ciblé dans des microcosmes, qui est très bien, je crois, pour certains moments, mais je ne veux pas qu'on oublie la communauté beaucoup plus large que ça non plus. Moi, je me suis aussi demandé ce que faisait en fait la FFD concrètement parce que je trouve que le site internet est vraiment bien. Les articles sont hyper bien faits, hyper intéressants, très, très documentés, très complets. Mais je me demandais du coup si la FFD avait d'autres activités. Donc, tu en as parlé, il y a une partie de la poussée auprès du gouvernement, des instances concernées pour la prise en charge du freestyle libre. Tu as parlé aussi de la pompe tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres activités et est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient pousser quelqu'un qui est diabétique et qui nous écoute à se dire tiens, je vais aller regarder ce que fait l'AFD 75, voilà, l'association de ma région, ou est-ce que c'est principalement les cafés diabète et certaines conférences? Oui, c'est une très bonne question. Donc, au niveau national, effectivement, je pense qu'il y a ce rôle de plaidoyer au niveau de l'accès aux différents médicaments, aux différents dispositifs qui peuvent sortir sur le marché. Et un outil que la fédération utilise pour ça, c'est leur Diabète Lab, qui est un outil assez innovant pour faire participer des personnes de tous les coins de France à partager leurs expériences, leur vécu avec le diabète, qui ensuite contribuent à des changements de produits, à des remboursements de produits. Bon, si on prend l'exemple du freestyle libre, ce qui est regardé souvent au niveau de la Haute Autorité de Santé et de toutes les instances gouvernementales qui donnent le feu vert pour la disponibilité et puis le remboursement de ce genre d'outils. Ils regardent surtout les études cliniques, les résultats cliniques de qu'est-ce que ça peut apporter. Est-ce qu'en moyenne, cet outil qui coûte pas zéro, même si le freestyle est un peu moins cher que d'autres CGM, mais et quand on regarde le financement, n'est pas beaucoup plus cher que de vérifier sa glycémie capillaire 4-5 fois par jour. Mais est-ce que les résultats cliniques, est-ce que le changement de HbA1c, est-ce que la diminution d'hospitalisation, soit par rapport à l'acidocétose, soit par rapport à l'hypoglycémie, est-ce que ces indicateurs-là très chiffrés et très cliniques changent?
Ce qui est très bien. C'est bien de regarder ces éléments-là, mais ça laisse de côté toute la partie vie avec. Et ce que la Fédération AFD a pu apporter dans ces conversations, c'était l'augmentation de la qualité de vie des personnes qui vivent avec, via les études qu'ils ont fait avec le Diabète Lab. Donc, les personnes qui utilisaient déjà l'outil, qui ont pu témoigner, qui ont pu apporter leurs avis et leurs expériences avec l'outil pour montrer d'une manière tout à fait scientifique et correcte c'est les expériences qui font avancer aussi la conversation autour des bénéfices de l'outil. Ce n'est pas juste des bénéfices cliniques, mais aussi des bénéfices de qualité de vie. Et avant le Diabète Lab, je pense que ces conversations-là avaient peu lieu dans ces instances de questions de remboursement, etc. Et donc ça dure depuis plusieurs années maintenant et c'est de plus en plus utilisé. Donc, et dans le cadre du plaidoyer de l'accès et le remboursement à différents matériels, mais aussi différents médicaments, mais aussi directement, parfois avec des fabricants, sur l'utilisation des choses qu'on utilise. Les boîtes jaunes, par exemple, il y avait tout un travail avec Dastri pour adapter les boîtes aux réels besoins des personnes, des boîtes plus petites, les boîtes plus grandes, les formes de couvercle pour qu'on puisse passer justement les applicateurs des dispositifs qu'on utilise. Tout ça est passé dans des questions au Diabète Lab et que Dastri a ensuite pris en compte dans la fabrication des boîtes jaunes qu'on utilise. Donc, ce n'est pas juste au niveau plaidoyer institutionnel, on va dire, mais aussi travailler avec les différents fabricants sur l'utilisation des outils qu'ils produisent. Il y a d'autres choses aussi, mais je pense que je voulais vraiment souligner celui-là parce que c'est vraiment important et je pense que ça reste assez peu connu, malgré le fait qu'ils envoient beaucoup d'informations là-dessus, mais je pense que je le vois aussi parce que je suis dedans. Mais tout le monde peut devenir ce qu'ils appellent diabète acteur, diabète acteur, je crois. Et avec l'idée que, voilà, moi aussi, mon opinion, mon vécu, mon histoire, ça peut compter sur l'évolution de la disponibilité de différents outils et comment ils sont remboursés en France. Un dernier, un autre en tout cas volet dont on n'a pas encore parlé, mais qui est quand même assez central dans ta vie aussi, c'est ton activité professionnelle. Tu es coordinatrice au sein de la plateforme de transition Advenir à l'hôpital Robert Debré, donc à Paris. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire cette plateforme, ou je ne sais pas exactement comment la nommer, et puis toi, ce que tu y fais? Oui, bien sûr. C'est vrai que les années 2000-2010, c'était beaucoup autour de la place de l'éducation thérapeutique. Et une fois que c'était bien formalisé en France et bien répandu, surtout en diabétologie, il y a plein de programmes de TP à travers la France. Et après, je pense que on a commencé à regarder d'autres problèmes qui n'étaient pas encore adressés, qui n'étaient pas encore vraiment regardés de très près, dont cette question de la transition entre les services pédiatrie et les services de soins pour adultes. Et le système de santé est fait comme ça. On a des hôpitaux pour enfants avec des médecins pour enfants, et puis des hôpitaux pour adultes et des médecins pour adultes, et un trou au milieu où on peut finalement assez facilement tomber entre les deux services. C'est un moment, cette transition se fait en général autour de 18 ans. Et donc, un moment de la vie où on a juste une envie, c'est d'être comme ses amis et de faire comme ses potes et pas s'occuper du reste, surtout de la maladie chronique qui finalement, c'est ce qui nous différencie parfois de notre entourage, ce qui les rendez-vous à l'hôpital, les soins qu'il faut faire, parfois ça nous enlève, ça nous fait sortir un petit peu du cadre où on veut être avec son entourage d'habitude. Et les différences entre les deux structures
sont vastes. À l'hôpital pédiatrique, la moyenne d'âge est autour de 7 ans et demi, 8 ans. C'est un monde de bisounours où tout le monde se tutoie, où on connaît le service depuis très longtemps, où les infirmières nous bichonnent, on est toujours là avec les parents. Donc, il y a ce triangle dans les consultations de professionnels de santé, parents et patients, finalement, enfants avec la maladie. Et alors qu'on arrive en adulte où la moyenne d'âge, c'est autour de 60 ans et qu'on est traité comme n'importe quel adulte, même si on a 18 ans et demi, on nous parle comme si on est juste un adulte avec une maladie qui vit avec depuis X années, etc. Et alors qu'il y a des choses à prendre en compte, à prendre ouais, à regarder un peu plus précisément sur l'accueil spécifique pour ces jeunes adultes qui arrivent. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'un adulte qui arrive, un jeune qui arrive en service pour adultes pour la première fois, voit les différences. Leur parent n'est plus admis dans la consultation, alors que c'est le parent qui a tout l'historique de la maladie, a tout le mémoire de ce qui se passé depuis le début de la maladie. C'est un changement de culture, il n'y a plus ce tutoiement qui est presque automatique, il y a, il y a plein de choses qui changent et ce qui se passe parfois, c'est les jeunes arrivent pour une première fois et disent « Ah non, non, je ne peux pas, ça ne me convient pas du tout » et ils ne retournent pas. Donc, dans certaines maladies, y compris le diabète, on peut aller chez le généraliste et demander l'ordonnance d'insuline sur un coin de table, mais le généraliste, en général, il ne va pas pouvoir suivre de la même façon qu'une équipe de diabétologie en hôpital ou même en ville. Et donc, du coup, on peut arriver à au moins avoir la prescription de ces médicaments, mais il manque le suivi à un moment où peut-être on ne cherche pas trop de suivi médical. Et donc, du coup, c'est là où on prend un peu de recul forcé par rapport à même son engagement de son traitement. C'est le moment de la vie aussi où on part de chez les parents. Il n'y a plus les parents qui regardent au-dessus de l'épaule pour dire « tu as bien pris ton insuline », etc. Et donc, l'idée de la mise en place de ces plateformes de transition, c'est justement pour aider à préparer déjà en pédiatrie, les jeunes à prendre conscience des différences, à leur donner les outils pour que s'ils rencontrent des problèmes, ils savent où se tourner. Et pour savoir, par exemple, qu'on peut retourner à l'hôpital pédiatrique, même si on a 21 ans, mais que ça fait plusieurs années qu'on ne s'est plus fait suivi parce qu'on n'avait pas envie d'aller dans cet hôpital pour adultes. Donc, on donne les opportunités de rencontrer les équipes pour adultes, on donne des opportunités de parler entre eux, un peu comme ce qu'on peut faire, par exemple, à la FDI de France avec les cafés diabète. L'idée de pouvoir se rencontrer là, en l'occurrence, dans notre plateforme Advenir, on fait ça avec des groupes de jeunes qui ont des maladies différentes, mais autour des thématiques qui les concernent tous. Les droits sociaux, les démarches administratives, tout ce que les parents font pour nous quand on est plus jeune, qu'il faut petit à petit apprendre à faire, finalement, pour trouver les réponses à ces questions, pour savoir où se tourner quand on a des problèmes, etc. Et on travaille aussi avec les équipes adultes, justement, sur cette sensibilisation d'accueil spécifique des jeunes adultes qui n'est pas pareil que l'accueil qu'on va faire pour quelqu'un qui a 60 ans et qui découvre une maladie chronique, par exemple. Et voilà, donc on travaille avec, au sein de la PHP et au sein de la PHP Nord-Est, avec les différents hôpitaux où la majorité des jeunes de Robert Debré vont partir, et pour essayer de créer les ponts, de créer des liens entre les services pédiatriques et les services pour adultes, et pour accompagner et le jeune et les parents sur ce parcours qui est quand même assez spécifique et parfois un peu flippant, dépendant de chaque jeune. Mais ce qu'on essaie de mettre en place, c'est un accompagnement, un endroit où on peut poser des questions, des activités où on peut découvrir un peu comment ça se passe, et ensuite, voilà, cette sensibilisation
des équipes adultes aussi sur les questions spécifiques aux jeunes. Donc, je continue, je plonge direct dedans. Là, en ce moment, on vient de démarrer un projet avec un groupe de jeunes parce qu'on sait que, nous, on peut mettre en place plein de trucs pour les jeunes, mais sans leur retour et sans leur avis aussi. C'est un peu comme ce qu'on avait discuté sur le Diabète Lab. Ça peut ne pas avoir beaucoup de sens pour eux si on le fait à leur place. Donc là, on est en train de co-construire un projet qui n'est pas encore très, très défini, mais en tout cas, c'est défini sur les grandes lignes de sensibiliser les soignants pour adultes sur les différents besoins spécifiques des jeunes. Mais le projet lui-même, ça vient des jeunes. L'objectif, c'est de pouvoir partager leurs témoignages, partager leurs histoires, partager leurs expériences sur ce parcours. Donc, on a un groupe de jeunes qui sont à peu près moitié encore suivis en pédiatrie, qui se projettent un petit peu, et l'autre moitié déjà passée en adulte, et qui ont eu cette expérience parfois qui s'est très bien passé, parfois avec quelques difficultés qu'on peut imaginer, ou que je pense que beaucoup des auditeurs ont pu vivre aussi, toi compris peut-être. Justement sur ces difficultés et comment est-ce que le système médical, comment est-ce que le système hospitalier peut mieux répondre aux besoins des jeunes. Donc, l'idée, c'est de changer le monde. On va voir jusqu'où on arrive sur cette ambition, mais l'idée, c'est effectivement de créer un espace où on va pouvoir changer la façon de travailler en hôpital pour adultes quand on est face à des jeunes adultes qui arrivent de pédiatrie. Est-ce que c'est un accompagnement auquel on peut, j'allais dire, postuler? Est-ce que ça existe ailleurs en France? Est-ce qu'on peut essayer de pousser son hôpital référent à essayer d'adopter la même démarche? C'est une très bonne question. Oui, ça commence à être un peu plus reconnu en France, cette question des difficultés de la transition. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de plateformes ou de services qui mettent en place des choses. Donc, parfois, c'est au sein d'un service. On est là sur la question du diabète. Donc, ça peut être au sein d'un service de diabétologie. Parce que, je fais un petit parenthèse, autant quand on a un diabète de type 1, on a toujours l'impression d'être dans la minorité, parce qu'il y a tellement plus de diabète de type 2 que de diabète de type 1 dans le monde. Mais en pédiatrie, le diabète de type 1, c'est la maladie avec l'asthme, peut-être, c'est les maladies qui sont les plus communs. Et sinon, le reste, c'est vraiment des maladies rares. Donc, il y en a des centaines, mais c'est des maladies qui touchent beaucoup moins de monde. Donc, du coup, sur la transition, comparé à d'autres maladies, le diabète, il y a un grand travail qui est déjà démarré sur ces questions de transition sur le diabète spécifiquement. Donc, on va rester dans cet exemple du coup. Et donc, parfois, c'est au sein d'un service qui vont mettre en place soit des consultations conjointes avec l'équipe pour adultes pour pouvoir voir la tête du médecin pour la première fois avant de vraiment passer à l'hôpital pour adultes. Parfois, certains services font en sorte qu'on fait un premier rendez-vous en adulte. Et ensuite, après coup, on fait un dernier rendez-vous en pédiatrie où le pédiatre ne va plus forcément prescrire l'insuline, etc., mais pour faire un dernier point avant de se dire au revoir pour la dernière fois. Et comme ça, ça fait une vérification. Est-ce que tout se passe bien? Si ça ne passe pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Donc, ça, c'est une autre façon de faire. Il y a d'autres thématiques aussi qui peuvent être abordées sur le diabète. Je prends ça comme exemple parce que ça se fait dans mon hôpital. Le service de diabétologie organise des groupes entre filles où on va parler, donc c'est pour les filles à partir de 15-16 ans, je crois, où on va parler d'hormones, de règles, de grossesse, de contraception, toutes les choses
on commence à voir parce qu'on a déjà ces règles, etc., mais parfois qui sont un peu loin, mais qui peuvent quand même travailler un petit peu dans la tête sur est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants, comment est-ce que ça se passe. Et sur ce genre de sujet, il y a souvent peu de temps pour en discuter en consultation. Donc, ça donne une autre plateforme, un autre espace de discussion pour avoir ces conversations-là. Donc, c'est des activités qui sont spécifiques pour les ados, qui ne sont pas forcément traitées dans le cadre de l'éducation thérapeutique, où on va être beaucoup dans la technique de comment adapter ses doses d'insuline, etc., et beaucoup moins dans la vie avec la maladie. Donc voilà, il y a plein de différentes choses qui peuvent être faites au sein de l'équipe de soins qui sont spécifiques à la maladie et spécifiques au devenir adulte avec cette maladie-là. Et ensuite, il y a de plus en plus de plateformes de transition ou des équipes transversales sur la transition qui existent en France. Donc, à Paris, il y a à Necker, il y a la suite, et à Robert Debré, il y a Advenir. Ils commencent à mettre en place des choses à l'hôpital pédiatrique à Paris, le nom vient de m'échapper, mais qui n'a pas de service de diabétologie, donc peut-être c'est moins utile. Et ensuite, il y a certains hôpitaux pour adultes qui ont aussi des plateformes d'accueil des jeunes adultes. Donc, je vais prendre l'exemple de la Salpêtrière à Paris, où il y a une plateforme de transition qui s'appelle Transcende autour du diabète, des maladies de l'obésité et des maladies métaboliques. Donc, c'est endocrinologie, diabétologie. Et il y a un accueil un peu plus formalisé pour les jeunes qui arrivent de pédiatrie, où on va rappeler si on rate le rendez-vous, alors que dans un service habituel adulte, on ne rappelle pas toujours. Et donc, du coup, c'est vraiment aux patients de faire la démarche de prendre le rendez-vous et de venir le jour du rendez-vous. Et donc, du coup, il y a un peu plus de suivi pour s'assurer que tout se passe bien, que l'arrivée en service pour adultes, ça convient à tout le monde et qu'on a le suivi dont on a besoin. Donc, ça commence de plus en plus. Parfois, c'est entre deux services de pédiatrie à pédiatrie. Il y a un service à Lyon qui a commencé autour de la rhumatologie, mais qui commence à étendre sur d'autres maladies. Il y a aussi une plateforme à Marseille, dans le grand hôpital la Timone, je crois que ça s'appelle. Voilà, ça commence déjà parfois avec des petits projets entre services pédiatriques et services d'adultes, et parfois plus largement au sein de l'hôpital, plus transversal avec toutes les maladies confondues. Donc, ça avance dans ce sens, mais c'est vrai que c'est pas évident pour les services de soins de s'adapter de s'adapter à n'importe quoi comme changement. Et donc, du coup, c'est vraiment un travail de longue haleine, de sensibilisation. On n'est pas formé en tant que médecin d'adulte spécifiquement de comment est-ce qu'on accueille, quelle est la différence entre l'accueil pour un 18-19 ans et un accueil d'un 75 ans. Donc, c'est quelque chose que parfois il faut trouver le bon médecin. Parfois, il y a des médecins qui sont très ouverts et parfois, il y a des médecins qui ne veulent pas gérer les ados qui trouvent un public difficile, un public qui ne va pas suivre les règles, qui ne va pas venir à tous les rendez-vous, qui ont d'autres priorités dans la vie que de soigner leur maladie chronique. Ce qui est tout à fait normal dans la vie d'un adolescent, d'un jeune adulte, mais qui est parfois difficile à comprendre pour les soignants. D'ailleurs, si on est suivi en ville, est-ce qu'on peut quand même se rapprocher d'un hôpital si on en a un pas loin de chez soi qui propose ça Oui, tout à fait. Ensuite, selon les endroits, il faut se renseigner. Nous, tout ce qu'on a mis en place à Robert Debré, c'est vrai que notre communication au départ, surtout, c'était vraiment interne à Robert Debré, mais on accueille des jeunes qui sont déjà passés en adulte, qui n'ont jamais été suivis à Robert Debré. On a fait quelques consultations de préparation à la transition avec des jeunes qui n'étaient pas suivis à Robert Debré. Et pour tout ce qu'on fait dans nos activités d'ateliers ou de journées de transition, ou justement ce groupe qu'on appelle le COMAJA, le comité des ados et jeunes adultes,
on n'a pas du tout besoin d'être suivi à Robert Debré ou même à Paris. Donc, du coup, c'est vraiment ouvert pour toute personne qui a envie de s'engager et a envie d'apprendre des choses et d'être accompagnée sur cette période de la transition. Moi, j'ai eu une transition plutôt douce entre la pédiatrie et la partie adulte. Pendant les premières séances avec ma diabéto adulte, ma maman était encore là, donc c'était un changement de personne et évidemment un petit peu d'approche. Mais ça n'a pas été une vraie sortie de la pédiatrie puisque justement j'avais encore quand même ma maman qui m'aidait, était là, etc. Donc j'imagine que sans ça, en effet, c'est un peu plus brutal. Oui, bien Euh, sûr. Et je pense que la situation de chaque jeune va être un peu différente. Et parfois, les parents restent bien impliqués et tant mieux. Et parfois, même le jeune n'a plus envie que le parent soit autant impliqué. Donc, c'est à chaque famille de voir comment il s'y prend et aussi de demander si, par exemple, en adulte, le parent n'est pas accepté au sein d'une consultation, de rappeler aux médecins les droits des patients de tout le monde. On peut toujours arriver en consultation avec une personne de confiance et cette personne peut être sa meilleure amie ou son conjoint ou son parent ou si parents âgés, son enfant adulte. Enfin, on a toujours ce droit d'arriver avec quelqu'un pour avoir une deuxième paire d'oreilles pour écouter et une deuxième bouche aussi pour raconter un peu les expériences de la maladie. Pour faire aussi le miroir de ça, le fait que la transition était douce, du coup, ça n'a pas automatisé le moment où justement on est dans le siège du conducteur. Le moment où moi j'ai ressenti le besoin de commencer à faire mes consultations toute seule, ça a mis un moment avant que j'ose le dire et faire la démarche parce que voilà, j'appréhendais un peu que ce soit pas très agréable pour ma maman de dire bon, bah, à partir de maintenant, je le fais toute seule, etc. Et par la suite, il y a eu aussi une prise de responsabilité encore plus importante de ma part dans la gestion de mon diabète et qui peut-être aussi aurait pu du coup être accélérée. Voilà, je ne sais pas si l'un des deux est idéal et peut-être que bah, justement, peut-être que ce concept de transition est une meilleure version du meilleur des deux mondes. Oui, je pense qu'il n'y a pas de solution idéale et que chaque personne et chaque famille doit trouver ce qui marche le mieux pour eux. Mais c'est un peu comme les datas du diabète. Si on n'a pas les informations, si on ne comprend pas exactement ce qui va se passer au cours de ce passage, de cette phase de transition, c'est difficile à se poser les bonnes questions, à se préparer pour les changements à venir. Donc, l'idée, c'est justement d'apporter des outils dans une question de empowerment des jeunes et des parents, aider les parents à lâcher prise un petit peu ou à avoir les idées de comment lâcher prise, même si ce n'est pas du jour au lendemain, et donner aussi les outils aux jeunes de pouvoir trouver les réponses à leurs questions, savoir où se tourner, s'il y a des problèmes. Parfois, c'est se tourner vers des parents, évidemment, mais l'idée, c'est que ça se passe au mieux quand on a toutes les informations dont on a besoin pour le faire et tous les outils pour répondre à ces questions et pour que ça se passe vraiment oui, le plus doucement possible, pour que ça soit pas trop brutal, mais que ça a du sens pour chacun. Si tu pouvais revenir 24, 26 ans en arrière autour du moment de l'annonce de ton diabète, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de ce moment-là? Qu'est-ce que tu dirais à tes proches aussi? Qu'est-ce que tout le monde aurait besoin d'entendre, de savoir? Oh, c'est une très, très bonne question. Oui, sur cette revenir en arrière, je me suis aperçue cette semaine que demain, ça fait 9000 jours que je vis avec le diabète. Et donc, du coup, ça me semblait un peu, c'était un chiffre conséquent. Mais effectivement, ça représente 24 ans et demi à peu près. Et si je reviens à ce moment-là, je pense que j'avais dit tout à l'heure, j'ai accepté sans trop questionner au départ parce que c'était revenir à la vie, ce diagnostic pour moi.
Mais du coup, ce que je n'avais pas compris à cette époque-là, c'était cette notion d'acceptation de la maladie, parfois on se sent un peu poussé vers il faut accepter, sinon je ne sais même pas quoi, mais sinon on ne peut pas vivre bien avec, etc. Je pense que ce n'est pas forcément vrai, qu'on n'a pas forcément, je ne sais pas si c'est vraiment possible d'accepter de vivre avec une maladie chronique qui a un telle charge mentale, etc. Mais ce que j'aurais bien aimé savoir à cette époque-là, c'est que cette notion d'acceptation, c'est pas linéaire. Comme moi, c'était facile pour moi au départ de l'accepter et de rentrer dans le truc et de prendre mes injections et de vérifier ma glycémie, etc. Je pensais que pour moi, c'est bon. J'aurais jamais de problème parce que j'ai toujours fait bien, entre guillemets. Et donc, quand je suis rentrée dans ma période de burn-out, je comprenais pas, je comprenais même pas exactement ce que c'était parce que moi, j'avais accepté, je ne pouvais pas rejeter, je pouvais pas être dans le déni, je savais bien que j'avais un diabète. Et donc, j'avais du mal même à mettre des mots sur ce mal-être à cette époque-là parce que tout était bon, parce que tout était positif, parce que j'avais jamais vécu ce moment de difficulté au début de la maladie. Et pour moi, je pense à l'époque, c'était un cheminement, que ça va mal, on dénie, puis on chemine avec, et puis on accepte, et puis c'était bon. Et moi, j'avais juste sauté les parties difficiles, direct à l'acceptation, et je ne savais pas que l'acceptation, c'est pas quelque chose de linéaire, que ça pouvait venir par différentes vagues, différents événements de vie qui pouvaient bousculer les choses, que différents moments de la vie pouvaient avoir différents types d'acceptation et différents types d'implications dans la maladie. Donc ça, c'est de mon côté, je pense que c'était vraiment ces concepts-là que je ne pouvais pas comprendre au départ, mais qui auraient pu m'aider quelques années plus tard. Sur l'entourage, j'ai un peu plus de mal à répondre. J'ai toujours été hyper indépendante. J'étais jeune adulte, donc mes parents, c'était jamais la maladie de mes parents, ils étaient jamais vraiment impliqués dedans. Ma mère m'a jamais fait une injection. Je pense que j'avais le soutien dont moi j'avais besoin, l'acceptation des autres autour de moi du fait que j'avais cette maladie. Ils étaient là si j'avais besoin, mais moi, avec mon indépendance, je n'avais pas besoin, je faisais tout toute seule. Et même plus tard, quand j'étais pas du coup très longtemps avec mes parents après le diagnostic, mais quand je suis arrivée en France et que je me suis installée avec mon mari, et j'ai toujours eu une acceptation, sans jugement et sans difficulté particulière, mais jamais une implication. Mais pour moi, ça me convenait, ça me convient bien. Quand j'avais besoin d'une implication ou d'une oreille plus intime sur des questions intimes au diabète, j'avais ma communauté à côté. Et donc, j'ai un peu parcelé les choses comme ça. Et pour moi, ça a bien marché. Donc, j'ai pas de choses à dire ou à avoir voulu dire à mon entourage au moment du diagnostic. Pour moi, j'avais ce que je cherchais de mon entourage, et ce que je n'avais pas, je le cherchais et je le trouvais ailleurs. Donc, c'est plus surtout pour toi, accepter ton diabète, ça ne veut pas dire que tout se passe bien tout le temps, tous les jours, qu'on le vit super bien tout le temps, tous les jours, et que ce n'est pas linéaire, comme tu disais. Exactement. Et je pense que on entend parfois ça des professionnels de santé, que c'est une obligation presque d'accepter son diabète. Et c'est très bien. Enfin, si on accepte, et moi je l'avais accepté pendant assez longtemps, et pour moi c'était plutôt positif. Mais ensuite, il y avait un moment où je l'acceptais beaucoup moins bien, et je me suis rendu compte que c'est pas parce que je n'acceptais pas ça, ou je pense que le mot c'est même pas forcément adapté, mais parce que j'avais des difficultés, c'était pas parce que je n'acceptais pas,
où enfin, c'est pas, j'ai du mal à m'exprimer autour de ça, mais c'est pas linéaire et c'est pas quelque chose qu'une fois acquis, on garde. Et on peut avoir des moments où ça se passe très bien et des moments plus difficiles. Et je pense que d'être poussé vers ce mot acceptation, c'est pas forcément toujours dans le meilleur intérêt de la personne, parce que si on n'est pas dans un bon espace, si on n'est pas dans un bon espace mental, etc., on peut se sentir un petit peu forcé vers ça, alors qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie d'accepter ce genre d'envahissement dans son corps, dans sa vie de tous les jours. Et il faut que ça soit accepté aussi qu'il y a des moments qui peuvent être difficiles, tout à fait comme des moments où tout se passe très bien. Et c'est pas, il n'y a pas, une finalité dans l'acceptation de la maladie. Est-ce que tu as une petite phrase, un mantra que tu aimerais partager? Je pense que la phrase que j'ai dit tout à l'heure de ce n'est qu'un chiffre, ça reste quelque chose pour moi qui est très important pour garder en perspective toutes ces datas qu'on a à tout moment de la journée maintenant avec les capteurs, les pompes, les boucles fermées, etc. On a tellement d'informations qui est balancée. Donc, de mettre un peu en perspective ces chiffres-là et de les traiter plus comme information que comme jugement, pour moi, ça reste quelque chose de très important. Et ensuite, dans ma façon de vivre et de me sentir bien vis-à-vis de mon propre diabète, ça reste dans cette recherche de communauté, de mise en place, d'aider à mettre en place des communautés, des espaces où les gens peuvent échanger et de chercher moi-même aussi des communautés et des personnes avec qui je peux échanger euh, pour, euh, pour me sortir de mon quotidien de juste moi et la maladie et pouvoir échanger avec d'autres sur d'autres choses que la maladie, mais dans un environnement où on se comprenne tous. Là, est-ce qu'actuellement, tu as des projets que tu as envie de renvoyer vers un réseau social, que les gens veulent suivre un petit peu ce que tu fais, ce que tu vas être amené à faire? Euh, Toujours plein de choses, hein. Trop de choses. Euh, pour me retrouver sur tous les réseaux, pas sur tous les réseaux, sur tous les réseaux de, de, de vieux, j'ai envie de dire, parce que je ne suis pas sur TikTok et des nouvelles choses comme ça. Mais sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, c'est mon prénom et mon nom, Andrea Limbourg. Et donc, du coup, on peut me retrouver à ces endroits-là où je poste pas mal en anglais, mais de temps en temps, je relais des informations en français aussi. Je peux échanger dans les deux langues sans problème. Et sur des projets, ben, je garde mon implication effectivement au sein de l'AFD Île-de-France, où je continue à organiser les cafés diabète et à animer une bonne partie de ces cafés diabète en ligne pour ceux qui ne sont pas d'Île-de-France. Et on commence maintenant tout juste, enfin, on va voir avec cette 5e vague qui arrive, si on va pouvoir continuer en présentiel ou reprendre en présentiel. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est beaucoup en ligne et donc du coup qui ouvre les cafés diabète à plus de monde que juste les Parisiens. Voilà, et puis j'ai des petites implications dans des projets ou dans d'autres associations, que ce soit les femmes diabétiques, la Type 1 Family, des choses comme ça, pour toujours dans cette recherche de communauté et d'envie de bien vivre avec mon propre diabète et d'échanger pas juste sur la maladie, mais sur la vie, sur les projets qu'on fait, que ce soit voyage, grossesse, langage autour du diabète. On n'a même pas touché sur ça aujourd'hui, mais pour moi, c'est un grand sujet. Et oui, j'ai envie de partager avec les autres. Si mon histoire peut aider les autres, je sais que les histoires des autres m'aident aussi à me donner du perspective et de vivre bien, ma vie avec le diabète, quoi. Écoute, merci encore infiniment pour ton temps, pour ton témoignage.
Ça va parler à plein de monde et ça aidera plein de monde aussi. Et du coup, à très bientôt sur les réseaux sociaux, peut-être dans les cafés diabète. Super, merci beaucoup Claire, merci pour l'invitation. J'étais ravie de parler avec toi. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie de l'épisode en compagnie d'Andrea. Comme vous l'avez compris, le Diabète Lab, c'est une initiative à laquelle non seulement chacun peut participer très simplement, notamment en remplissant des questionnaires pour partager votre retour d'expérience, et en plus d'être simple, ça permet à la FFD de porter notre voix et représenter au mieux nos intérêts lorsqu'elle mène des actions à large échelle auprès des pouvoirs publics ou avec des acteurs privés du monde du diabète. Pour vous inscrire à la newsletter qui vous tient informé des prochains événements qui vous concernent et vous communique plein d'infos utiles, vous pouvez vous rendre sur diabètelab.fédérationdesdiabétiques.org. J'en profite pour relever quelque chose qu'Andrea a mentionné et qui me semble vraiment important, c'est le fait qu'être accompagné d'une personne de confiance en rendez-vous, c'est un droit. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous en ressentez l'envie ou le besoin. Enfin, c'est aussi l'occasion de rappeler que le deuil, ou l'acceptation sereine du changement qui accompagne l'arrivée du diabète de type 1, comme en témoigne Andrea, c'est tout sauf un processus linéaire et encore moins rapide ou prévisible. On fait parfois machine arrière pour mieux repartir, et chacun chemine à sa façon et à son rythme jusqu'à l'acceptation. Je vous laisse me retrouver sur les réseaux sociaux ainsi qu'Andrea, que vous retrouverez sur Facebook, Twitter et Instagram, les réseaux de vieux comme elle les appelle, sous son nom complet Andrea Limbourg. Je vous mets également quelques liens en description. Si cet épisode vous a fait du bien, vous a aidé, s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder plus particulièrement, n'hésitez pas à me le dire, je serai heureuse de vous lire ou de vous entendre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.